Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos sur la classe survivant de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates, et aujourd'hui les trois cartes, voilà, que je m'y perde pas: discernement, batte de baseball de niveau 2 et Katia Eastbank. Que je vérifie, parce que dernièrement à plusieurs reprises je me suis planté sur l'ordre des cartes. Non, ça a l'air bien ça. Donc on commence. Discernement, une compétence de niveau 1, qui n'a pas d'icône, trait inné, un max attribué par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer discernement à n'importe quel type de test. Tant que discernement est attribué à un test de compétence, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Bon, quelques remarques comme d'habitude. Alors première chose, la carte a le trait inné. Ça se récupère avec véritable survivant. Je sais pas si j'ai déjà présenté ça, mais il est tout à fait possible de faire un deck survivant basé sur la récursion des compétences innées. Plein de compétences innées, 2 copies de véritables survivants, le totem macabre de niveau 3 qui permet de récupérer en main dégourdi si on a raté le test qui devait récupérer une copie de véritable survivant. Bon, par contre, comme véritable survivant coûte 3 ressources, potentiellement inclure, comment ça s'appelle déjà, livre à vous-même, la version permanente. En tout cas, cette carte-là ne booste pas votre test, mais diminue de 2 la difficulté. Ça augmente vos chances de réussir le test, et bon, c'est toujours mieux de diminuer de 2 la difficulté d'un test que de vous donner plus 2 à ce test. Et puis surtout, dans cette boîte, on a des cartes qui jouent sur le fait de réussir à atteindre une difficulté de 0. Exploiter une faiblesse, donc un événement qui coûte 2. Rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défaussez l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Donc, discernement, ça diminue de 2 la difficulté du test. Si vous atteignez une difficulté de 0, hop, vous jouez exploiter une faiblesse, ou alors, lors d'une enquête, ça sera faire la lumière. Même condition pour l'utiliser, et le test réussit automatiquement. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc vous avez 2 indices additionnels, et vous réussissez automatiquement l'enquête que vous étiez en train de faire. Notamment avec le vieux porte-clés. Action, enquêter, votre lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. En cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés, et si la difficulté du test est de 0, vous découvrez un indice supplémentaire. Vous êtes dans un lieu à valeur occulte de 4, vous enquêtez avec vieux porte-clés, vous attribuez discernement, vous avez 3 indices dans votre lieu et un indice dans n'importe quel lieu révélé. Donc 4 indices en une action, extrêmement efficace. Alors, donc diminuer la difficulté, ça va permettre d'arriver... Alors ça rend les tests plus simples, ça peut permettre d'atteindre une difficulté de 0, et encore une fois, si la difficulté est plus basse, il est plus facile de réussir largement. Donc ça peut être intéressant si vous avez dans votre deck, à noter, discernement, on peut l'attribuer à un test fait par quelqu'un d'autre. Donc dans votre deck ou dans le deck d'un autre investigateur, des cartes qui ont un effet en fonction du degré de réussite. Voilà, et élan, oui, bon. Élan, ça diminue la difficulté du prochain test, d'autant que votre réussite à celui-ci. Ouais, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Enfin bref, discernement, ça peut être une
compétence très intéressante. Du coup, deuxième carte. Dans la boîte de base, on avait la batte de baseball. Un soutien qui coûte 2, qui occupe les 2 emplacements de main, avec les traits objet, arme et corps à corps. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 en force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si un symbole crâne ou échec automatique est révélé lors de cette attaque, défaussez la batte de baseball après la résolution de l'attaque. Une arme à 2 mains. Bon bonus de force. 2e dégât automatique, mais risque de la perdre. Ah oui, c'est vrai que je sais pas si je l'avais mentionné, mais quand dans la version révisée de la boîte de base, il y a une nouvelle illustration et que la carte a une amélioration, une version XP, la version XP prend la nouvelle illustration et globalement je n'aime aucune. Ouais, je crois que je n'aime aucune des nouvelles illustrations. Bref, maintenant on a la batte de baseball de niveau 2. Même coup, toujours les 2 mains occupées, une icône de force de plus. Voilà, par contre maintenant, quand on pioche le pion, on a un choix. Soit on renvoie dans sa main la batte de baseball après l'attaque, donc on résout quand même l'attaque puis on récupère la carte en main. Soit l'attaque inflige un dégât supplémentaire et ensuite on défausse la batte de baseball. Bon. Alors, j'ai commencé par dire que je n'ai jamais, pour autant que je me souvienne, je n'ai jamais mis la batte de baseball dans un deck. Parce que quand la boîte de base est sortie, ok, c'était la seule arme disponible pour les survivants, mais moi j'ai commencé à jouer à Arkham régulièrement en février 2018, donc ça fait 5 ans à peu près, maintenant. Et si j'avais joué des survivants combattants ou des survivants en solo, j'aurais eu accès au minimum à la hache d'incendie. Mais je ne le faisais pas. À l'époque, je me disais je veux jouer un combattant, je veux jouer un gardien. Donc, quand j'aurais pu commencer à mettre la batte de baseball dans mes decks de combattants, il y avait déjà mieux. Et maintenant, entre le pool de cartes qui augmente et la diversité des investigateurs, si je veux jouer un survivant combattant, je peux par exemple jouer William Yorick et lui donner la machette et mettons le 45 automatique. Donc, batte de baseball, j'ai jamais considéré ça comme une possibilité. Voilà. Alors, maintenant, cette version de niveau 2. On n'a pas de bonus pour blesser. On a toujours que plus 2 en force. Mais plus 2 en force, ça va, c'est solide. Qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà. Au lieu de la défausser, on la renvoie dans sa main. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu son arme. Par contre, il faudra la rejouer. Ou alors, autre possibilité, on fait un 3e dégât, mais on la défausse. Alors, si vous la remontez dans votre main, vous pouvez utiliser Joël le Ravigile pour la remettre en jeu. Ça vous coûtera une ressource, mais au moins vous économisez l'action pour la rejouer. Ça peut être une bonne solution pour Preston Fairmont, parce que déjà évidemment il y a accès, mais comme il n'a pas accès aux cartes illicites, il y a tout un tas d'armes, d'armes de truands auxquelles il n'a pas accès. Alors on pouvait quand même le faire combattre avant, par exemple avec la hache d'incendie. Je suis en train de réfléchir, oui, la hache d'incendie, on dépense une ressource de l'héritage de Preston Fairmont, on se donne un plus 2. Et si on n'a aucune ressource dans sa réserve de ressources, on fait le 2e dégât. Du coup, mettons qu'on on fait 3 attaques, à chaque fois on dépense une ressource, on a un plus 2 en force, comme pour la batte de baseball. Mais on dépense des ressources. Par contre, avec la hache d'incendie, on peut éventuellement, si on n'a qu'une seule attaque à faire, dire je dépense 5 ressources, je crois pas qu'il y ait de limite, pour avoir un plus gros bonus. Mais, donc la batte de baseball de niveau 2 pour Preston Fairmont, ça peut faire le même bonus en dépensant moins de ressources. Ok.
Et Preston Fairmont, encore une fois, il a joué le Ravigile pour rejouer sa batte de baseball. Dans un deck gardien biclassé survivant, ou survivant biclassé gardien, on peut avoir toujours sur ses gardes pour rejouer son arme, et donc compenser le fait qu'elle est remontée en main. Bon bah typiquement dans un deck William Yorick, sauf que William Yorick, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coup. Donc en fait, William Yorick, il peut aussi choisir l'autre option. Il affronte un ennemi 3-3-3, il fait son attaque, il pioche un crâne mais il réussit l'attaque, et donc il choisit la deuxième option. Il dit je rajoute un 3e dégât, donc l'ennemi est vaincu, et après l'attaque je défausse la batte de baseball. Et comme il a vaincu un ennemi, après que vous l'avez vaincu, jouez un soutien depuis votre pile de défausse en payant son coup, limite d'une fois par round. Et du coup, il y a encore une fois un problème de timing à vérifier. Moi je dirais que ça, faudrait vérifier, mais je dirais que la réaction de William Yorick s'active d'abord. Il vainc l'ennemi, il récupère il joue un soutien depuis sa défausse, puis il finit de résoudre l'attaque, et après la fin de la résolution de l'attaque, il défausse la batte de baseball. Mais s'il a une batte de baseball en jeu, une dans la défausse, il peut les intervertir. Autre avantage, William Yorick, il peut avoir en jeu, bien préparé, qui va lui donner un boost de plus 2 pour son attaque grâce aux 2 icônes de la batte de baseball de niveau 2. Voilà. Autre possibilité, récup de niveau 2. Après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coup. Donc, vous avez perdu votre batte de baseball, vous réussissez une enquête de 2, vous payez 2, vous la rejouez. Alors le truc que moi je mentionne à chaque fois, c'est que je ne mets récup dans un deck que si mon deck est spécialisé en enquête. Et si mon deck est spécialisé en enquête, je vais pas mettre batte de baseball parce que batte de baseball ça demande de combattre avec sa force. Donc ça veut dire qu'il faudrait que mon deck soit bon en enquête et bon en intelligence a priori pour faire ses enquêtes et bon en combat, en force. Ça c'est peu probable, à moins que ça soit mon deck de polyvalent dans un trio et que je puisse jouer un investigateur qui est bon dans la compétence qu'il utilise pour enquêter et en force. Voilà, donc batte de baseball, c'est intéressant, mais encore une fois, je ne jouerai probablement pas cette carte. Allez, on passe à la dernière carte. Katia Eastbank, un soutien de niveau 2 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié et érudit. Réaction, quand vous piochez une carte non faiblesse du dessus de votre deck, avant de résoudre n'importe lequel de ses effets, inclinez Katia Eastbank. Placez cette carte face cachée sous Katia Eastbank, limite de 5 cartes sous elle, piochez une nouvelle carte pour la remplacer. Action, piochez n'importe quelle carte sous Katia Eastbank. Ouais, il y a quelques commentaires. Elle est de niveau 2, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, et son truc c'est vraiment de jouer avec la pioche. Vous devriez piocher une carte, par contre non faiblesse, et vous pouvez la mettre sous Katia Eastbank, puis piocher une carte. Donc vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous dites ça m'intéresse pas maintenant, je vais espérer piocher mieux. Vous mettez la carte sous Katia Eastbank, vous piochez. Ok. Et la carte qui est sous Katia Eastbank, vous pouvez la piocher en payant une action. Donc Katia Eastbank, ne coûte pas d'action globalement, ne fait pas gagner d'action.
C'est simplement que vous allez temporiser la pioche de certaines cartes. Vous devriez piocher la carte A, vous dites non, je la glisse sous Katia Eastbank et je pioche la carte B à la place. La carte B étant la nouvelle carte au-dessus de votre deck. Et plus tard, vous vous dites c'est maintenant que je veux la carte A, pour une action, je pioche la carte A. Action qui aurait pu vous permettre de piocher la carte sur le dessus de votre deck à la place. Ok. Donc si on met cette carte là dans un deck, c'est parce qu'on a des cartes qu'on veut à des moments précis. En l'occurrence, dans cette boîte, on a les cartes dilemme. Il y en a 6 différentes. Donc mine de rien, on peut se faire un deck avec 12 cartes dilemme. Un gros tiers du deck. Et c'est vraiment le type de deck qui aura le plus l'utilité de Katia Eastbank. Alors j'en prends un exemple simple, voilà, prédateur ou proie, révélation, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, piochez une carte, sinon vous devez décider, choisir une option. Donc si vous piochez ça à un moment où il n'y a pas d'ennemi en jeu, prédateur ou proie est résolu, ça vous fait simplement piocher une carte. Alors que sinon ça aurait pu avoir un effet de déplacement des investigateurs ou des ennemis. Du coup, quand vous piochez ça et qu'il n'y a pas d'ennemis, hop, vous le glissez sous Katia Eastbank. Et plus tard, quand il y aura au moins un ennemi en jeu, vous dites je dépense une action, je pioche prédateur ou proie et je le résous. Autre exemple, voilà, nature de la bête, révélez les 3 cartes du dessus deck rencontre, choisissez un investigateur qui pioche une des cartes révélées et défausse les autres. Ensuite, choisissez un investigateur qui découvre un indice dans n'importe quel lieu révélé. Et vous piochez nature de la bête, il n'y a aucun indice sur des lieux révélés, ça vous sert à rien maintenant, donc vous le mettez de côté. Et puis le fait de devoir piocher une carte de rencontre, si dans votre équipe il y a un investigateur qui est chargé de la gestion du deck rencontre, il est probable que dans son deck il ait des cartes pour booster ses tests sur les cartes rencontre. Nature de la bête, vous le gardez pour le moment où il est le plus préparé pour les gérer. Voilà. Tiens, j'avais cité ça. Alors il y a un truc à noter. C'est important pour certaines combos. Les cartes qu'on met sous Katia Eastbank, avec l'action, on les pioche. Voilà, dans un JCE, les mots sont toujours importants. Il n'y a pas marqué « prenez une carte ». Il y a marqué « piochez une carte ». Donc, cette action va déclencher tous les effets du style « quand vous piochez une carte ». Si sur une carte, il n'y a pas marqué « quand vous piochez cette carte depuis votre deck », quand vous la piochez depuis Katia Eastbank, vous l'avez pioché. Donc c'est la porte ouverte à certaines combos. Par exemple, écrit cryptique. Là, la version de niveau 2, ça coûte 0. Gagnez 3 ressources, 4 ressources à la place si vous avez au moins 10 cartes en main. Réaction, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Et voilà. Phase d'entretien, vous piochez écrits cryptiques. Vous vous dites, mince, c'est bête, c'est la phase d'entretien, donc pour avoir les ressources, il faudra que je le joue pour une action. Je vais à la place utiliser la réaction de Katia Eastbank. Je l'incline, je mets écrit cryptique sous elle, je pioche la carte suivante. À mon tour, pour une action, je pioche écrit cryptique, et il se résout. Et potentiellement, avant de piocher écrit cryptique, je compte. Je me dis mince, je n'ai que 9 cartes en main, donc première action, je pioche. 8 cartes en main. Première action, je pioche, j'arrive à 9 cartes en main. Je reviens sur ce que je dis, oui, c'est bien ça. J'ai 9 cartes en main, donc c'est pas le bon moment pour jouer écrit cryptique, en tout cas, c'est pas le moment optimal.
Donc première action de mon tour, je pioche une carte. Deuxième action, je pioche écrit cryptique sous Katia East Bank. Je l'ai pioché pendant mon tour, donc je le joue sans dépenser d'action. Et j'ai mes 4 ressources parce que j'ai 10 cartes en main. Voilà. Même chose pour vent du pouvoir. Placez 2 charges sur un soutien que vous contrôlez. Réaction, après avoir pioché vent du pouvoir lors de votre tour, jouez cette carte. Donc voilà, vent du pouvoir, je le pioche pendant la phase d'entretien. Ça m'arrange pas, je le mets sous Katia East Bank. À mon tour, je le pioche sous Katia East Bank. Et j'ai mes 2 charges sans dépenser d'action. Et un dernier exemple, issu de cette boîte, fin de route, un événement de niveau 0, qui coûte 0, rapide, à jouer lors de votre tour uniquement si l'intrigue finale est en jeu, piochez une carte, gagnez une ressource et gagnez une action supplémentaire. Retirez fin de route de la partie. Donc, début de partie, je devrais piocher ça. J'en ai pas besoin tout de suite. Donc je le glisse sous Katia East Bank. Je pioche une autre carte. Plus tard, on arrive au moment de la partie où l'intrigue finale est révélée. Et là, il va falloir que l'effet de Katia East Bank me force à dépenser une action, mais l'action, je la récupère et je pioche une carte, je gagne une ressource. Donc en mettant de côté fin de route, j'ai pioché à la place une carte qui avait plus de chances d'être utile en début de partie. Et en fin de partie, quand je peux jouer fin de route, voilà, pardon, je bug un peu, je pense à un truc. Voilà, en fin de partie, maintenant je peux jouer fin de route, je le reprends en main. Voilà, je bug parce que j'ai pensé à un truc. Parfois, il y a un truc auquel je pense pas pendant la préparation de la vidéo, et ça me vient pendant que j'enregistre. Du coup, je dois d'un côté suivre le fil de mes idées et parler dans le micro, et c'est pour ça que je donne l'impression d'être confus. Patrice Afaway. Ouais. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Patrice Afaway, chaque fois que je la mentionne, je dis qu'il faut mettre dans son deck uniquement des cartes qui soient versatiles. C'est-à-dire que une carte qui va être bonne uniquement pour le cas où qui va être bonne uniquement pour un cas super spécifique, vous la piochez, vous n'êtes pas dans ce cas super spécifique, vous aurez à la défausser avant d'avoir pu l'utiliser. Du coup, chaque fois que j'ai essayé de faire un deck Patrice Afaway, j'ai mis des cartes avec beaucoup d'icônes libres, ou des événements qui ont à la fois un effet intéressant et de bons icônes, mais on peut modérer un peu ça avec Katia East Bank, parce que avec Katia East Bank, si vous piochez une carte qui est vraiment spécifique pour une situation particulière, mais que vous avez mis dans votre deck parce que si vous entrez dans le cadre de ce cas spécifique, la carte est vraiment très forte, et voilà, vous glissez la carte sous Katia East Bank et vous l'aurez au bon moment. Et évidemment, là tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête. Alors, il y a quand même un truc, je vais en profiter, il y a quand même un truc à mentionner, c'est que la récupération de cartes avec Katia East Bank, c'est une action. Donc potentiellement, vous allez vous prendre une attaque d'opportunité. Ensuite, il y a ça. Ensuite, il y a l'effet de tempo. Il faut dépenser l'action pour avoir la carte, pour pouvoir l'utiliser. Donc vous n'allez pas mettre des réactions. Par exemple, persévérance, une carte rapide à jouer quand vous devriez être vaincu. Vous pouvez pas vous dire mince, je devrais être vaincu, donc je récupère persévérance sous Katia et maintenant je la joue. Non, vous n'avez pas le temps.
Donc les cartes autres que les dilemmes à glisser sous Katia, ça va être des cartes dont vous voyez venir l'utilité et qui vous laissent quand même la possibilité de dépenser l'action. Par exemple, fin de route. Fin de route, vous savez que vous n'en avez pas besoin, vu que vous ne pouvez pas le jouer. Quand l'intrigue finale entre en jeu, maintenant vous pouvez le jouer. Et vous n'avez pas besoin de le jouer à un moment très spécifique. Si vous êtes engagé avec 2 ennemis et que vous allez devoir dépenser vos 3 actions pour les vaincre, vous n'avez pas le tempo pour jouer fin de route. Le round suivant, vous commencez votre tour sans ennemi, vous dites première action, je pioche fin de route. Je pioche fin de route, immédiatement je le joue, je récupère ma première action, j'ai une pioche de cartes et une ressource. Voilà. Donc Katia Is Bank à jouer soit dans un deck dilemme, parce que ça sera elle qui vous permettra de tirer le meilleur parti des decks dilemme, soit dans un deck où vraiment il y a des cartes qu'on va obtenir dans un certain ordre. Et comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, j'ai une petite combo en tête avec elle, mais que je garde pour une vidéo de combo. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Du coup, prochaine vidéo, je sais plus quand c'est, peut-être mercredi. J'ai perdu le fil. Prochaine vidéo, réaliser son rêve et recyclage. Et ensuite, la dernière vidéo pour les survivants, vieux porte-clés de niveau 3 et fortune capricieuse. Alors comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.